Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire donc sur la réforme de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique. Du coup, on va se présenter rapidement. Oui, Je te laisse commencer, Abdel Fattah. oui donc, bonjour tout le monde. Donc, du coup, moi, c'est Abdel Fattah Ramouni. Donc, je suis consultant chez Asigma que j'ai rejoint du coup cette année. Donc, principalement travaillé dans le conseil. Donc, j'ai à peu près 8 années d'expérience. Donc, c'est un sujet plutôt prévoyance. Puis, je travaille sur plein de sujets un peu différents, IFRS 17, S2, inventaire, S1, S1, S2. Et du coup, participerai du coup, j'interviendrai du coup sur ce webinaire avec Marc. Donc, moi, Marc Raymond, 30 ans en assurance et en actuariat. J'ai notamment été, il y a quelques années, directeur général adjoint de la Mutuelle nationale territoriale, qui est la première mutuelle des agents de la fonction publique territoriale, avec 400 000 personnes assurées en prévoyance et 1 million en santé. Rapidement, à Sigma, on est un cabinet de conseil dédié au secteur de l'assurance, donc on ne fait que du conseil auprès de compagnies d'assurance au sens large du terme, avec un chiffre d'affaires pour cette année qui devrait être autour de 22 millions d'euros. Et on est organisé en 4 practices. Donc une practice actuariat à laquelle est rattaché Abdel Fattah, une practice finance, une practice transformation, organisation on va dire au sens large du terme, et puis une practice réglementaire avec plutôt des profils juridiques. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la réforme de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique, des 3 fonctions publiques d'ailleurs. Rapidement, on va redresser le contexte. On va parler des 3 fonctions publiques parce qu'elles sont quand même très différentes dans leur nature, la fonction publique hospitalière, territoriale et de l'État. On va parler des garanties spécifiques des agents de la fonction publique. Et puis, on va aborder les évolutions réglementaires induites par les textes en cours et puis les impacts pour les organismes d'assurance, bien évidemment. Donc effectivement, dans la fonction publique, donc, comme vous le savez, il existe trois types d'agents. Donc on parle des agents territoriaux, des agents de l'État et des agents du coup hospitaliers. Ces agents-là, ils disposent d'une couverture spécifique qui est très différente de celle des salariés du privé. Historiquement, donc c'était principalement du coup des mutuelles qui étaient sur ce marché-là. Donc ils relèvent ils relèvent du code de la mutualité. On parle par exemple de la MGEN qui était du coup qui du coup assurait l'éducation nationale, donc la MNT qui plutôt assurait les agents territoriaux et la MNH plutôt sur les agents hospitaliers. Le paysage a fortement évolué depuis ces dernières années puisqu'on note actuellement des groupements massifs de mutuelles interprofessionnelles et également du coup la création de grands groupes mutualistes. Donc effectivement, il y a une réforme en profondeur qui est en cours, qui est du coup sous l'impulsion de la transformation d'août 2019. Donc, il y a eu effectivement des premiers travaux qui ont été réalisés, et notamment celui de la PSC, qui s'est matérialisé en février 2021 par l'entrée en vigueur d'une ordonnance voilà, au 1er février 2022. En termes de population, on parle de 5,6 millions de salariés, donc ça soit à peu près un cinquième des salariés au niveau national. Et si en plus on rajoute du coup les ayants droit et les retraités, le nombre est forcément il sera encore plus élevé. Donc effectivement, du coup, toutes ces évolutions qui sont assez nombreuses et qui ont des impacts importants, donc voilà, il faut bien les appréhender et également du coup définir les chantiers à mener, que ce soit pour les acteurs déjà présents sur le marché ou les nouveaux entrants qui souhaitent se lancer dans ce nouveau business. On va avoir vraiment des impacts différents suivant on considère un acteur historique ou un nouvel acteur. L'acteur historique va quand même être en défense de son portefeuille essentiellement. On a parlé de la MGEN, mais finalement chaque ministère a une mutuelle historiquement dédiée au ministère. Et puis les nouveaux acteurs, on va en parler, ce sont des risques un petit peu différents. C'est important de bien les appréhender et de bien en comprendre toutes les dimensions avant de se lancer. Donc ça va nécessiter de bien se préparer avec plusieurs chantiers. Donc là, on va vous aborder les 3 fonctions publiques et leur diversité, leur divergence. Donc effectivement, donc, les 3 fonctions publiques, elles divergent. Donc là, on va essayer de vous présenter les principales divergences et par la suite, donc chacune d'elles sera détaillée. Donc effectivement, du coup, les 3 fonctions publiques, elles présentent des divergences plus ou moins importantes. Donc la première, donc étant une différence par nature dans leur structuration. Donc par exemple, un exemple assez simple, dans le ministère de l'État, donc ils sont principalement composés de ministères, alors que
la fonction publique territoriale est plutôt composée par plusieurs collectivités locales qui sont réparties dans tout le territoire national. Il y a également une différence en termes de fonctionnement en matière de couverture de santé et prévoyance, puisque notamment il y a des divergences en termes de contractualisation de contrats. Donc, par exemple, la fonction publique de l'État, donc elle fonctionne plutôt avec des contrats référencés, alors que dans la fonction publique territoriale, elle marche plutôt avec des contrats plutôt labellisés. Il y a également des divergences en termes de démographie. Voilà, par exemple, la fonction publique hospitalière, donc elle est beaucoup plus féminine et aussi assez jeune. Il y a également des divergences en termes d'emploi occupé. On détaillera notamment la répartition par catégorie des différents du coup agents, et également des divergences en termes de localisation des risques, mais également en termes de matière de risque assuré. Alors, on a souhaité faire ce premier point parce que c'est vraiment important d'avoir tout ça en tête. On veut se lancer sur un marché nouveau parce qu'effectivement, il y a des grosses différences et ça impacte les tarifs, ça impacte la manière de commercialiser les contrats, etc., etc. Donc, on va détailler un petit peu ce que vient de dire Abdel Fattah maintenant. Donc, effectivement, comme premier point de divergence, donc on parle de divergence en termes par nature et dans leur structuration. Donc, effectivement, dans la fonction publique de l'État, donc, comme je disais, elle est principalement du coup composée de ministères avec des tailles et des fonctionnements très différents. Donc, par exemple, dans le petit graphique à droite, donc le ministère de l'Éducation nationale, donc là, on en a beaucoup plus d'effectifs. On parle d'à peu près 1 million d'agents. Ensuite, les autres ministères donc, présentent à peu près des effectifs assez variés et fonctionnent de manière assez différente également. En termes dans la fonction publique territoriale, donc on parle de 36 000 collectivités locales, voilà, bien réparties dans tout le territoire national, mais également des établissements départementaux, régionaux, comme on peut le voir dans le graphique à droite. Dans la fonction publique hospitalière, donc là on parle de 4 500 établissements de taille relativement comparable. Donc par là, ce sera plutôt des hôpitaux, des EHPAD, avec des populations également très différentes. On parle de médecins, d'infirmiers, voilà, etc. Donc c'est des populations qui sont assez variées et avec des localisations très différentes. En termes de fonctionnement, donc effectivement, il y a des différences en matière de couverture en santé et en prévoyance. Donc ça, la partie garantie, donc on note pas de différence importante, mais voilà, notamment du coup sur la partie couverture et santé et prévoyance. Par contre, du coup, dans le fonctionnement, donc effectivement, il y a des différences en termes de contractualisation. Donc, comme je disais, dans la fonction publique de l'État, il fonctionne plutôt avec un système de référencement. Donc, seuls les organismes qui sont référencés peuvent proposer leur contrat à des entités facultatives. Donc, c'est en termes de référencement, donc il est plutôt conclu pour une durée de 7 années avec une progression possible d'1 année. Et donc là, on voit un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. En fonction du ministère, on a un nombre de mutuelles assez limité qui a été référencé. C'est parfois même une seule mutuelle, parfois c'est 3, 4. Et quand on dit mutuelle, il y a aujourd'hui aussi des organismes d'assurance qui sont référencés. Ça, c'était le résultat du deuxième référencement. C'est la deuxième fois qu'il y avait eu un référencement. Et le marché s'est déjà un petit peu ouvert. Avant, vraiment, il n'y avait quasiment qu'une mutuelle par ministère. Maintenant, ça s'est ouvert déjà à d'autres acteurs. Et avec la réforme à venir, ça va encore plus s'ouvrir. On a oublié de vous proposer qu'il y a un sondage, si vous le souhaitez y répondre, n'hésitez pas. Donc effectivement, du coup, dans la fonction publique territoriale, donc ça fonctionne plutôt avec des contrats plutôt labellisés. Ils proposent plutôt des contrats individuels à des facultatifs. Donc il existe à peu près 2000 produits d'assurance sur le marché qui sont conçus par plus de 200 organismes d'assurance. Voilà, c'est des contrats plutôt conclus sur une durée de 6 années avec une progression possible d'1 année. Il existe également des conventions de participation entre les collectivités locales et les organismes d'assurance. C'est plutôt des contrats conclus par collectivité et plus des contrats plutôt collectifs à adhésion facultative. Donc la labellisation, c'est validé par la CPR. Il y a une liste officielle des contrats labellisés, comme l'a dit Abdel Fattah, 2000 contrats émis par 200 organismes d'assurance. Les conventions de participation, c'est vraiment de gré à gré
avec les collectivités, et donc là, c'est essentiellement dans les grosses collectivités, donc les conseils régionaux, conseils départementaux, les grandes villes, comme Lyon, Paris, etc. Les petites communes ont rarement des conventions de participation. Tout à fait. En termes de financement par l'employeur, donc, il y a également des divergences. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que dans la fonction publique de l'État, donc, le financement est assez faible, donc autour de 1 à 2 euros, et uniquement sur la santé. Dans la fonction publique territoriale, donc, on parle de financement en moyenne entre 15 et 20 euros donc, par mois, donc, sur le risque santé et prévoyance. Et voilà, il dépend également de la convention de participation qui est signée avec les collectivités. Sur du coup, les agents du coup hospitaliers, donc il n'y a pas de financement par l'employeur qui est proposé. En termes de démographie, donc effectivement, il y a également des différences. Donc, ce qu'on peut voir du coup sur la pyramide des âges que vous voyez, donc sur la fonction publique hospitalière, donc ces graphiques qui ont en vert, donc c'est beaucoup plus, disons plutôt féminin, donc à 80% féminin, à 20% masculin, avec un âge moyen plutôt autour de 43 ans. La fonction publique territoriale, donc elle est un peu moins féminine, donc à peu près 2 tiers féminins et un tiers d'hommes. C'est une population globalement plus âgée, donc autour de 45,5 années. Et en dernier, du coup, c'est le graphique qui est en bleu, donc c'est la fonction publique de l'État, qui est assez jeune, et c'est la fonction publique qui est la moins féminine. Donc, ce qu'on peut voir, donc effectivement, il y a des divergences assez notables en termes de population, en termes d'âge, en termes de sexe féminin, masculin, et qu'on devra du coup prendre en compte dans la pesée l'appréciation du risque. Il y a également du coup des divergences en termes d'emploi occupé. Donc, ce qu'on peut voir notamment, donc les trois catégories donc sont bien réparties dans la fonction publique. Donc, on peut avoir du coup des catégories A qui nécessitent des diplômes, qui nécessitent le plus de diplômes, alors que la catégorie C c'était plutôt une catégorie qui est accessible pour des agents qui ont uniquement un brevet et qui sont également non diplômés. Donc, c'est une catégorie qui est impactée par la pénibilité du travail parce que là, c'est des travaux plutôt, tâches plutôt d'exécution et souvent dehors et dans le froid. Donc, dans la fonction publique de l'État, donc c'est la fonction où on a le plus de catégorie A, donc c'est à peu près 55% en catégorie A et le reste assez bien réparti entre des catégories B et C. Dans la fonction publique territoriale, donc c'est plutôt à 3/4 de catégorie C. Voilà, et la catégorie, et du coup en dernier, la fonction publique hospitalière, donc elle est moitié catégorie C et plutôt le reste en catégorie A. Donc c'est là où on a plus de médecins et d'infirmiers qui nécessitent un niveau de diplôme qui est quand même assez important. Donc de la même manière que la démographie, donc, il faut bien évidemment tenir compte de ces spécificités-là dans la pesée et dans la présentation du risque. Sachant que, comme l'a dit Abdel Fattah, hein, il y a des grandes différences entre l'éducation nationale, où c'est presque 100% de catégorie A, et la fonction publique territoriale, où c'est 75% de catégorie C, avec, comme tu l'as dit, des gens qui ont souvent des métiers assez pénibles. Donc, ça va impacter la sinistralité santé, ça va bien évidemment impacter encore plus la sinistralité en prévoyance. Il y a beaucoup d'arrêts de travail sur cette population-là à partir d'un certain âge, qui sont liés par exemple à des problèmes de mal de dos, de ce type de pathologies qui sont liées à la pénibilité au travail. Donc ça change complètement l'appréciation qu'on peut faire du coût du risque, et ça c'est très important quand on va tarifer les contrats. C'est très différencié d'une collectivité à l'autre. Il faut avoir en tête que le paysage, 36 000 collectivités, on va avoir vraiment des collectivités où il va y avoir des politiques RH différentes d'une collectivité à l'autre, donc des problèmes psychosociaux différents d'une collectivité à l'autre. Et les actions de prévention sont très importantes pour diminuer le coût du risque en prévoyance. Alors voilà, donc ça c'était les spécificités des trois fonctions publiques. Ça nous semblait important de le rappeler parce que vraiment ça joue dans l'appréciation du risque et dans la tarification, dans la conception des contrats. Maintenant, on va évoque un petit peu les garanties. Donc en santé, comme on l'a évoqué, il n'y a pas de grande spécificité par rapport aux salariés du privé. On est sur des contrats qui, à minima, sont le panier de soins, avec des contrats qui sont négociés par collectivité ou par ministère, avec différents niveaux, des options et des garanties qui sont négociées dans les contrats. Les contrats labellisés doivent respecter aussi un minimum de garanties et de conditions tarifaires.
Pour autant, les garanties derrière, on va être sur du forfait journalier, on va être sur du médicament, on va être sur du médecin, etc. Ça ne change pas beaucoup. La prévoyance est très différent puisque le système de prévoyance de la fonction publique, donc qui s'applique aux 3 fonctions publiques, fonctionne pas du tout comme celui du privé. Il fonctionne avec un système à 3 niveaux, donc un congé maladie ordinaire. Donc, quand l'agent tombe en congé maladie ordinaire, en général, c'est la première étape. Il va être pris en charge par l'employeur encore à plein traitement pendant 3 mois. Et puis à demi-traitement pendant 9 mois. On verra que ces 3 mois et 9 mois, ils sont pas forcément aussi simples que je viens de le dire. Après, l'agent, soit il reprend le travail, soit son congé maladie ordinaire est prolongé, soit il passe en congé longue maladie ou en congé longue durée. Donc là, c'est en fonction de la pathologie. Les congés longue durée, il n'y a que 5 pathologies qui conduisent à aller en congé longue durée. Les congés longue maladie, c'est un plus grand nombre de pathologies. Quand on est en congé longue maladie, l'agent va être repris en charge par l'employeur pendant 1 an et donc à demi-traitement pendant 2 ans. Et c'est là, sur cette partie demi-traitement, que va intervenir l'assureur. Et en congé longue durée, c'est encore plus long, puisque l'agent va être pris en charge par son employeur pendant 3 ans, et va donc à demi-traitement après pendant 2 ans, et c'est cette partie demi-traitement que va intervenir l'assureur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'appréciation du risque, un agent qui est en congé longue durée, l'assureur ne le verra arriver qu'au bout de 3 ans. 3 ans après le début de l'arrêt de travail. Il va être passé en congé maladie ordinaire et puis après, donc, il sera remis en congé longue durée et reviendra auprès de l'assureur au bout de 3 ans. Et donc, ça génère des sinistres, ce qu'on appelle tardifs, assez importants, une capacité à apprécier le coût du risque qui est beaucoup plus complexe que pour la prévoyance du privé. Donc après, on a un slide pour chacun des congés maladie. Rapidement, juste pour expliquer un petit peu aussi des complexités, des petites subtilités. La durée de 1 an, quand on est en maladie ordinaire, en congé maladie ordinaire, elle débute à partir de l'arrêt de travail. Mais si l'agent est en arrêt de travail 2 mois, reprend son travail 2 mois et est en arrêt de travail pendant 8 mois encore, la période de 12 mois, c'est à partir du premier arrêt de travail. Donc, pendant cette période de 12 mois, il n'aura pas forcément été en arrêt de travail tout le temps s'il a repris son travail. Pour autant, le CMO s'arrêtera bien au bout de 12 mois glissants à partir du début d'arrêt de travail. Il y a aussi des spécificités sur la prolongation du CMO. Donc, ça va passer par un comité médical qui va statuer, donner son avis sur est-ce que le CMO est prolongé ou est-ce que l'agent va passer en CLM et CLD. Donc ça aussi, c'est des spécificités. Donc c'est des comités médicaux qui sont relativement normés, qui vont statuer sur quelle est finalement l'évolution de l'arrêt de travail. Et typiquement, à la MNT, on avait un médecin conseil à temps plein pour un petit peu challenger les avis des comités médicaux parfois. Il y a aussi des évolutions régulières. On en a mis une qui est sur la partie droite, juste pour dire que c'est aussi des choses qui évoluent dans la réglementation. Là, c'est une réglementation qui a changé sur la réforme des instances médicales au 1er janvier 2022. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand on se lance ou qu'on souhaite se lancer sur ces risques-là, il est nécessaire de bien en avoir appréhendé toute la complexité qui est très différente de celle du privé, des salariés du privé, et d'en avoir compris la complexité d'un employeur à un autre. Ce n'est pas du tout le même risque pour une petite collectivité, une grande collectivité, un ministère, un établissement hospitalier. Donc, c'est des petites choses qu'il faut bien appréhender si on veut pas sous-tarifer ou mal tarifer le risque. Les 2 autres congés maladie, donc c'est le CLM et le CLD. Donc là aussi, je ne vais pas les détailler très longuement, mais on vous a remis la réglementation. Donc le CLM, c'est un certain nombre de pathologies, une liste indicative qui est fixée par un arrêté. Quand on est en CLM, a priori, on ne peut pas passer en CLD, donc on reste en CLM jusqu'à la fin du CLM. Et puis après, donc, il y a des spécificités aussi sur la reprise des fonctions. Le CLM, et on peut le réactiver, c'est-à-dire que si on tombe en CLM, qu'on reprend le travail, on peut retomber en CLM 4 ans après. Mais pendant 4 ans, on ne peut pas retomber en CLM. Donc voilà, c'est tout un tas de petites spécificités. Les CLD, j'en ai parlé, c'est 5 groupes de maladies, donc cancer, maladie mentale, tuberculose, poliomyélite et déficit immunitaire grave et acquis. On a le droit qu'à un CLD de 5 ans par groupe de maladies pendant toute sa carrière.
Voilà, donc beaucoup de spécificités, beaucoup de données liées à la pathologie qu'on n'a pas forcément quand on est sur la prévoyance des salariés du privé. Maintenant, on va venir un petit peu au centre de ce webinaire. Donc, vous parlez des évolutions qui sont en cours. Donc, comme l'a dit Abdel Fattah, tout ça a été fait sous l'impulsion de la loi du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique. Alors, la loi, elle porte sur beaucoup d'autres choses, hein, elle ne porte pas uniquement sur la PSC, mais du coup, il y a eu des travaux sur la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique qui ont donné lieu à 3 publications, donc une ordonnance du 17 février 2021 qui, elle, concerne les 3 fonctions publiques. C'est un petit peu le texte de base qui dit qu'après, il y a des négociations qui vont être faites avec chacune des fonctions publiques et qui porte essentiellement sur la participation de l'employeur public à la cotisation des agents. S'en est suivi un accord ministériel du 26 février 2022. Alors, il y a eu d'ailleurs une petite coquille dans le journal officiel puisque la date qui a été mise, c'est le 26 janvier, mais il est bien du 26 février. Et lui, il porte uniquement sur la fonction publique de l'État. On va beaucoup le détailler parce qu'il apporte beaucoup de nouveautés. Donc, ça va être le cœur de ce webinaire essentiellement. Et puis, un décret du 20 avril 2022 qui, lui, ne porte que sur la fonction publique territoriale. Des négociations sont en cours et d'autres textes sont à venir. Donc, bien évidemment, on refera un webinaire potentiellement quand on aura plus d'informations sur les évolutions à venir. Donc effectivement, comme disait Marc, il y a l'ordonnance du 7 février 2021 du coup qui oblige du coup l'employeur à participer au financement en fait des couvertures, donc pour les 3 fonctions publiques. En termes du coup d'échéance d'application du coup dans le portefeuille de l'État, donc à partir du 1er janvier 2021, donc l'ordonnance oblige du coup l'employeur à participer de manière transitoire de 15 € par mois sur le risque santé, et à partir du 1er janvier 2024 à hauteur de 50%. Dans la fonction publique du coup territoriale, donc à partir du 1er janvier 2026, l'employeur du coup est obligé de participer à hauteur minimum de 50% en santé, donc par les collectivités locales, et à partir du 1er janvier 2025, donc participation à hauteur minimum de 20% sur le risque du coup prévoyance. Donc on n'est pas sur la même répartition des financements. Et puis, sur la fonction publique du coup hospitalière, donc à partir du 1er janvier 2026, donc l'employeur du coup sera obligé de participer du coup à hauteur minimum de 50% sur le risque de santé uniquement. Donc après, il y a l'accord interministériel du 26 février. Donc comme je l'ai dit, il porte uniquement sur la fonction publique de l'État et uniquement sur la complémentaire santé. Donc la prévoyance n'y est pas abordée. Par contre, il est écrit qu'il y a des négociations en cours sur la prévoyance et qu'il y aura donc un texte spécifique à la prévoyance. Il est très structurant, ce texte, et on pense qu'il va conditionner aussi les textes futurs sur la fonction publique territoriale et sur la fonction publique hospitalière. Le premier élément qui est vraiment très nouveau et très structurant, c'est que les contrats seront forcément des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Donc là, on a un mécanisme très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Ce sont des contrats à adhésion facultative. Ça change complètement la donne pour les mutuelles qui travaillent avec les ministères et la fonction publique de l'État. On se rapproche beaucoup de ce qui est fait dans le privé, où on a des contrats collectifs à adhésion obligatoire avec participation obligatoire pour l'employeur. Mais on ne gère pas du tout un contrat collectif à adhésion obligatoire comme on gère des contrats individuels. Ce que ça change, c'est que déjà, ça change la relation, puisque là, on va négocier, entre guillemets, on va être l'interlocuteur, ça va être la collectivité, ça va être l'employeur. Ça change la gestion aussi, on y reviendra. Donc, ça change beaucoup de choses dans le fonctionnement même de ces garanties et de la relation entre l'organisme d'assurance et l'employeur. C'est des contrats qui vont être soumis à des appels d'offres du public. Donc, là aussi, on a un slide spécifique. Là aussi, c'est très normé. Hein, donc, on vous rappellera un petit peu les spécificités des appels d'offres du public. Il y a des contraintes aussi en termes de garantie. Donc, le texte, dans son annexe, définit les garanties minimales que devront comporter les contrats collectifs à adhésion obligatoire. Il y a des contraintes en termes de tarification. On y reviendra aussi sur un slide spécifique. Et puis, c'est des contrats qui intègrent un pilotage et un suivi bipartite, donc avec l'employeur, avec des commissions qui vont se réunir pour évaluer l'équilibre du régime et son évolution en termes de cotisation notamment. Donc, on se rapproche quand même beaucoup de ce qui est fait dans le privé.
Donc, des contrats collectifs à adhésion obligatoire soumis à appel d'offres du public et qui doivent répondre à des obligations. Donc, on va en détailler quelques-unes après, mais là, on les a déjà listées. Une modification dans l'appréciation du coût du risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les contrats à adhésion obligatoire, par définition, tout le monde va adhérer. Alors, il y a quelques dispenses d'affiliation, mais globalement, à peu près tous les agents vont adhérer. Donc, il y a une mutualisation du risque qui n'est pas la même. Ça devrait conduire à une réduction du coût du risque, mais c'est par rapport aux informations qu'ont aujourd'hui les mutuelles sur des contrats à adhésion facultative, on peut avoir quand même un coût du risque différent. On a une certaine tendance, malgré tout, quand on est sur l'adhésion facultative, à ne prendre le contrat d'assurance que quand on pense qu'on va en avoir besoin, même si ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Mais donc, ça va changer le coût du risque. Des impacts en termes de commercialisation, ça, je l'ai déjà abordé. Hein, donc, vraiment, dans la relation avec l'employeur, avec le ministère, ça va être très, très différent. En matière de gestion des contrats, on va y revenir aussi. Et puis donc, on a des dispenses d'affiliation intégrées dans les analyses. C'est même plus global que ça, parce qu'on verra, il y a des spécificités sur l'adhésion des retraités. Donc, typiquement, suivant comment les retraités vont adhérer, à quelle dimension, ça change quand même l'appréciation du coût du risque aussi. On sait très bien qu'en santé, malheureusement, quand on vieillit, on consomme plus de coûts, enfin, ça a plus de coûts pour les mutuelles. Ça augmente à peu près de 2,5% par an jusqu'à l'âge de 40 ans, 3,5% entre 40 et 70 ans, et c'est triste à dire, mais au-delà de 75 ans, à la limite, pour les mutuelles, le coût, il est un peu moindre, puisque ce qui va coûter beaucoup, c'est les jeunes retraités qui veulent encore rester jeunes, donc ils vont avoir des frais optiques, dentaires, et puis quand même des frais médicaux, alors qu'à partir d'un certain âge, on coûte moins d'argent aux mutuelles sur ces frais-là, sur ces postes-là. À haut public, on va y revenir, donc un formalisme à respecter, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir vous appuyer sur des équipes juridiques pour s'assurer que tout ce qui doit être mis dans l'appel d'offres est bien mis, et il faut intégrer de nombreux critères. Et puis, donc, les contrats devront respecter certaines obligations, donc des garanties minimales, c'est le slide suivant. Une tarification répondant à un mécanisme contraint, on a un slide aussi. Intégrer une commission de pilotage et de suivi, que j'ai déjà évoqué, qui aura vocation à suivre l'équilibre du régime, avec, si on a une dérive au-delà de 5%, on pourra revoir la cotisation, et au-delà de 10%, on pourra même revoir les mécanismes de solidarité tarifaire qui sont imposés. Et puis, il y a aussi des mécanismes de solidarité. Il y a par exemple 2% de la cotisation qui doit être mise dans un fonds de prévention, etc. Donc, vraiment, le texte, il est très précis sur les obligations de ces contrats. Et donc, on a 3 slides qui décrivent les obligations en termes de garantie, en termes de tarifs et en termes d'appel d'offres. Donc, juste pour rappeler, si vous le souhaitez, il y a un sondage qui est mis en place, donc n'hésitez pas à y répondre. Et si vous avez déjà des premières questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y répondra en fin de webinaire. Donc, effectivement, comme disait Marc, donc, dans l'accord ministériel du 26 février 2022, donc, il existe des garanties minimales pour les contrats collectifs, donc, qui sont très bien décrites de manière très, très précise en annexe de l'accord ministériel. Donc, il existe des garanties qui sont beaucoup plus complètes que celles du panier de soins classique. Donc, quelques exemples qu'on peut donner. Donc, il y a un remboursement à 100% des médicaments, un service médical rendu faible ou modéré. Donc, il y a des forfaits pour les chambres individuelles. Donc, il y a un tarif libre du coup sur le dentaire, donc à peu près entre 230% et 300%. Il y a un remboursement des lentilles de 100 € par an. Il y a également un tarif libre du coup sur l'aide sur l'auditif, donc à peu près du coup 800 €. Et il y a également pas mal de forfaits qu'on peut déjà noter, donc sur l'ostéopathie, sur la psychologie, sur les vaccins, également sur la contraception. Donc voilà, c'est une garantie qui reste minimale, mais qui est beaucoup plus complète que celle qu'on voit dans les paniers de soins classiques. Alors, juste pour rappeler, hein, dans les paniers de soins, donc les médicaments qui sont remboursés à 15 et 35% par la sécurité sociale ne sont pas pris en compte. Donc, c'est ce qu'on appelle le service rendu faible. Et puis, il y a le 100% santé dont vous avez entendu parler, donc, mais ça ne concerne pas les tarifs libres. Donc, il n'y a pas de reste à charge pour les assurés dans la mesure où ils rentrent dans les conditions du 100%. En termes de cotisation, alors là, pour nous qui sommes actuaires, c'est un sujet relativement central, puisque la structure de cotisation, elle est
très contrainte par le texte. Elle se base sur une cotisation pivot, qui est appelée cotisation d'équilibre. Et puis après, alors c'est déjà des choses qui étaient dans les référencements, notamment dans les contrats labellisés. Il y avait des contraintes en termes de cotisation en fonction de l'âge, en fonction pour les retraités, etc., avec une cotisation dont le range ne pouvait pas dépasser un certain ratio. Là, c'est encore beaucoup plus précis. Vous voyez, donc les retraités, la première année, ils vont payer la même chose que l'actif. Au bout de... Après, ça va monter à 100... alors, je ne vois pas très bien, ça va monter à 125 jusqu'à 150%. Et puis, la cotisation du retraité sera toujours plafonnée. Elle ne pourra pas dépasser 175% de cette cotisation d'équilibre. Donc, on voit qu'on a un mécanisme assez proche ou un peu inspiré de la loi E20, où finalement la cotisation des retraités ne peut pas exploser. Et donc là, en fonction du nombre d'années depuis le départ à la retraite, il y a des plafonds qui augmentent, mais ça sera toujours limité à 175%. Cette cotisation, elle devra augmenter en fonction de l'âge, jusqu'à l'âge de 75%, et au-delà de 75%, on n'a plus cette contrainte-là. De 75 ans, pardon. Les retraités ont 1 an pour rejoindre le régime. Donc, ils ont 1 an pour rejoindre le régime quand il va être mis en place. On ne l'a pas évoqué, mais en fait, aujourd'hui, donc, il y a des référencements. Donc, c'est à la fin des référencements, plus tard, qu'il y aura ces appels d'offres qui vont être lancés. Donc, au moment où l'appel d'offres est lancé, le contrat collectif est mis en place. Et à partir de la mise en place du contrat collectif, les retraités qui sont déjà à la retraite auront 1 an pour rejoindre le régime. Donc là, en fonction du nombre de retraités qui rejoindra le régime, forcément, ça aura un impact sur la cotisation et sur les équilibres. Pour les ayants droit, là aussi assez classique, une cotisation à 50% de la cotisation d'équilibre pour les enfants de moins de 21 ans, 100% pour les enfants de plus de 21 ans, 110% pour les conjoints, et puis la gratuité à compter du 3e enfant de moins de 21 ans. Donc là aussi, suivant l'appréciation qu'on a des ayants droit qui adhéreront, ça va changer les équilibres, puisqu'on a des niveaux de cotisation qui sont imposés. Pour ce qui est du paiement de la cotisation, donc comme on l'a dit, l'employeur devra prendre en charge 50% de la cotisation. Il y a une part de 20% qui sera à la charge de l'adhérent et qui est fixe. Et puis, il y a une part de 30% qui s'appelle part solidaire, qui est selon les revenus de l'agent. Donc, il y aura une part fixe qui est indépendante des revenus, qui est basée sur l'âge, et une part variable qui, elle, est basée sur les revenus et qui sert notamment à financer les mécanismes de solidarité dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment très, très détaillé dans le texte. Et pour répondre aux appels d'offres, les contrats collectifs que vous aurez à mettre en place devront respecter ces mécanismes tarifaires. Et vraiment, la pesée actuarielle, avec un tarif très contraint comme ça, en fonction du taux d'adhésion des retraités, des ayants droit, etc., elle ne va pas être simple à faire. Donc là aussi, nouveauté sur les appels d'offres. Donc, ils devront respecter la procédure de mise en concurrence en application du Code de la commande publique. Et là aussi, le texte définit un minimum de critères que devront intégrer ces appels d'offres. Donc, cette fois-ci, c'est côté employeur. Donc, les employeurs à minima, dans la sélection des mutuelles ou de l'organisme d'assurance avec qui sera souscrit le contrat collectif, devront demander des critères relatifs à la sélection, aux garanties professionnelles, financières et prudentielles. Et puis, donc ça, c'est la sélection des candidats à des organismes d'assurance. Et puis, des critères relatifs à la sélection des contrats. Donc, le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé. Donc, vous aurez à démontrer qu'il y a bien un rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé. Le niveau de maîtrise financière des contrats demandés. Donc, vous devrez démontrer que votre tarif, vous l'avez bien pesé de manière actuarielle pertinente. Le niveau de qualité demandé en matière de gestion des contrats et des services, démontrer que donc vous êtes en capacité de gérer des contrats collectifs. Alors là, ça ne concerne que la santé, mais on peut penser que demain, ça concernera aussi la prévoyance. Et puis des informations concernant la diversité et la qualité des actions de prévention conduites en direction des bénéficiaires des contrats. Donc là, c'est notamment le fonds de prévention dont je parlais tout à l'heure, etc. Donc ça, c'est ce qui est à minima, qui sera à minima requis par les employeurs dans les appels d'offres qui seront lancés, sachant que ça pourrait être aussi d'autres critères, ça peut être un peu plus complexe ou complet que ces critères-là. En tout cas, c'est ceux qui sont précisés dans l'accord interministériel. Autre texte qui est paru, donc le décret du 20 avril 2022. Alors lui, il ne porte uniquement
que sur la fonction publique territoriale, il n'aborde pas. Alors, il aborde la santé et la prévoyance, donc il n'est pas uniquement santé. Par contre, il n'aborde pas l'obligation de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire à ce stade. Mais c'est quand même une évolution qui probablement arrivera. Il définit des garanties minimales en santé et en prévoyance, là aussi avec des garanties plutôt plus proches du panier de soins en santé, donc moins contraignantes que l'accord interministériel. Et puis en prévoyance, à minima, une indemnisation à hauteur de 90% du traitement, sachant que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, quand la personne est en arrêt de travail, l'employeur participe à 50%, et donc la partie complémentaire sera au minimum de 40% pour l'assureur. Ça fixe aussi la participation minimale de l'employeur, ce texte, ce décret, donc avec à minima 50% d'un montant de référence en santé. Ce montant de référence est fixé à 30 €, et à minima 20% d'un montant de référence en prévoyance qui, lui, est fixé à 35 €. Voilà, donc ça porte sur les garanties minimales et sur la participation minimale de l'employeur, avec un peu moins de contraintes que l'accord interministériel. Alors, il y a une question. Alors, comment se fera le calcul de la part solidaire selon les revenus? C'est une bonne question. Donc, en fait, on a, alors, de ma compréhension du texte, il est écrit dans le texte qu'elle est estimée à 30%. Par contre, ce 30% n'est pas fixé, donc ça n'est qu'une estimation. Et donc, l'idée, c'est de regarder le coût de tous ces mécanismes de solidarité, et que ce coût-là, il soit affecté en fonction du salaire de l'agent. Effectivement, le premier sujet, c'est comment j'estime le coût de tous ces mécanismes de solidarité. Donc ça va dépendre des garanties que vous allez mettre en place, ça va dépendre de la population assurée, ça va dépendre de votre système de cotisation, etc. Donc, il n'y a pas de réponse formelle aujourd'hui à cette question-là. C'est vraiment une pesée qu'il faudra faire au cas par cas. Donc, si on passe à la suite. Une deuxième question de Nathalie. Une deuxième question. Est-ce qu'il y a un format précis pour répondre aux appels d'offres? Alors, si on peut revenir au slide précédent, ou celui d'avant encore, pardon. C'est celui d'avant. C'est pas grave. Donc, les appels d'offres, ils vont se faire suivant le code de la commande publique. Donc là, il y a effectivement des textes assez précis sur la manière de répondre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un format au sens des templates complètement définis. Par contre, c'est clair que vous avez déjà tous les critères qui sont décrits dans l'accord interministériel. Je ne pense pas qu'il y ait un template complètement formalisé. Je ne suis pas un expert du code de la commande publique. Et c'est en ce sens où je disais tout à l'heure que c'est important de se faire accompagner par des juristes. Donc nous, on s'appuie sur notre practice conformité réglementaire dès qu'on a des questions de ce type-là. Mais on pourra vous répondre ultérieurement. En tout cas, il faudra mettre à minima tous les critères qui devront être mis par les collectivités et les employeurs dans leurs appels d'offres, donc qui sont tous ceux qui sont décrits dans ce slide qui lui-même reprend l'accord interministériel. Donc, comme vous le voyez, c'est une réforme en profondeur qui concerne 5,6 millions d'agents, plus les retraités, plus les ayants droit, donc qui est très structurante. Donc, on a essayé de lister un certain nombre d'impacts tels que nous, on les voit, avec déjà des impacts en termes de stratégie. Déjà, est-ce que pour les organismes qui sont déjà présents, comment je m'adapte? Pour ceux qui éventuellement voudraient se lancer, comment j'étudie si c'est pertinent de me lancer ou pas. Donc, analyse des avantages et des inconvénients qui vont être différents selon les organismes. Certains vont être plus en protection du portefeuille, les autres plus en conquête. Analyser les marges et les risques de ces contrats-là, des niveaux de marge et de risques différents. On va lancer un second sondage, donc n'hésitez pas
à répondre aussi. Donc, analyser les marges, les risques, et puis faire tout simplement un business plan avec les potentialités de développement versus les marges attendues versus les risques que je prends à aller sur ce marché avec telle ou telle stratégie. Tout ça, ça va nécessiter de bien cadrer les choses, donc identifier les chantiers à mener. Il y a des chantiers, c'est un petit peu la suite de ces 2 derniers slides, vraiment des chantiers offres, des chantiers commercialisation, des chantiers outils de gestion. Les lotir, bien évidemment, les budgétiser. Et ça, les budgets, ça doit rentrer dans l'analyse de rentabilité et du business plan. Identifier les ressources nécessaires, on en parlait juste avant, il y a des besoins juridiques, il y a des besoins actuariels, il y a des besoins de gestion, il y a des besoins de conseils ou de médecins conseils, enfin ce genre de choses qu'on n'a pas forcément sur les risques du privé, ou qu'on n'a pas forcément quand on fait que de l'individuel et qu'on ne fait pas du collectif. On va devoir mesurer les impacts sur les métriques S2. Finalement, cette nouvelle activité ou cette évolution de mon portefeuille, comment elle va impacter mon business plan, mon ratio de couverture, etc. Et puis, identifier potentiellement des partenaires éligibles. Ça va être des partenaires si on doit acheter un logiciel de gestion des contrats collectifs. Ça peut être des réassureurs. Pour rappel, quand j'étais à la MNT, le risque prévoyance, donc 400 000 personnes, la MNT était assureur du risque, mais était très fortement réassuré sur ce risque-là, puisque c'est un risque, comme vous l'avez compris, assez complexe. Donc voilà, ça peut être de la réassurance. Ce que ne dit plus le texte, je crois, c'est si on peut faire de la coassurance. Donc si on peut finalement se faire des partenariats entre mutuelles ou entre organismes d'assurance pour partager la prise de risque. Voilà, mais on peut imaginer tout un tas de choses de ce type. Donc, du coup, sur la partie offre, donc effectivement, il y a des impacts importants. Donc, on l'a bien vu, il y a des nombreux textes réglementaires qui existent, donc qu'il faudra bien analyser et bien décortiquer. Il faudra du coup également créer de nouvelles offres, notamment du coup liées à la transformation des contrats collectifs à des adhésions facultatives, à des contrats plutôt à adhésion du coup obligatoire. Il y a également du coup la mise en œuvre du coup des mécanismes de solidarité, notamment sur le fonds dont on a parlé de solidarité qu'il faudra prendre en compte dans le calcul notamment de la cotisation pivot. Il y a également du coup les impacts en termes de tarification. Donc il y a des effets de la réforme sur la population couverte. Comme on l'a bien vu, il y a différentes populations, différents agents hospitaliers, territoriaux et de l'État. Donc, on n'a pas la même démographie, on n'a pas la même nature d'emploi, pas la même localisation, on n'aura pas le même niveau de sinistralité selon du coup, la population. Donc, effectivement, il y a un recueil d'informations qui est important, notamment pour les nouveaux entrants sur le Juste, marché. si je complète sur ce que tu viens de dire sur le point précédent, la population couverte, il y a vraiment 2 enjeux principaux. C'est le passage d'adhésion individuelle facultative à adhésion obligatoire, enfin surtout le passage d'adhésion facultative à adhésion obligatoire, donc il va changer la population assurée et puis les retraités. Un des gros enjeux, c'est comment les retraités vont adhérer à ces contrats collectifs à partir du moment où ils seront lancés et où ils auront 1 an pour y adhérer. Voilà, donc on a vraiment sur la population couverte ces deux principaux enjeux-là. Oui, effectivement. Donc, comme je disais, donc, il y a un recueil d'informations, notamment du coup pour les nouveaux entrants sur ce marché-là. Et il faut également du coup analyser la consommation en termes de santé et prévoyance. Donc également, il faut aussi intégrer dans le tarif les contraintes de solidarité, comme je disais juste avant, notamment sur le fonds de solidarité qu'il faut prendre en compte dans le calcul du coup de la cotisation de pivot. Il faut également du coup créer des outils de simulation de la cotisation d'équilibre. Voilà, pour avoir des estimations des premiers impacts si du coup on veut rentrer sur ce marché-là. Il faut également créer des outils d'analyse de la rentabilité, notamment en prévoyance, parce qu'on a bien vu, il y a des garanties assez spécifiques, donc la CMO, la CLD et là du coup la CLM. Et également du coup pour on va dire un peu les acteurs déjà présents sur le marché, donc il faudra qu'ils fassent évoluer du coup leurs outils existants et pour prendre en compte notamment le passage de contrats collectifs à des facultatifs à plutôt des contrats collectifs à des obligatoires et la contrainte de
de solidarité, de contraintes de calcul de la cotisation. Donc voilà, il y a pas mal d'évolutions à prendre en compte dans la tarification. Et juste pour compléter sur la partie prévoyance, hein, vous l'avez compris, donc dès qu'on aille sur des congés longue maladie, congés longue durée, c'est un risque qu'on va voir arriver au bout de 1 an, voire 3 ans en tant qu'assureur. Donc l'appréciation du coût du risque, elle ne se fait pas tout de suite. Ça prend plusieurs années avant de vraiment pouvoir apprécier le coût du risque. Donc voilà, on peut mettre en place des choses typiquement avec des rapports sociaux des employeurs, où on a des informations sur la démographie, des informations sur le nombre de jours d'arrêt de travail. Alors, c'est pas la provision, hein, c'est juste le nombre de jours d'arrêt de travail. Mais ça permet d'apprécier le coût du risque assez rapidement, beaucoup plus rapidement que d'attendre d'avoir les CLM et les CLD qui sont ouverts. Et d'ailleurs, pour rappel aussi, hein, le provisionnement de ces risques-là, parce qu'on est sur les salariés du privé, on utilise des tables qui s'appellent les tables du BCAC, donc qui sont réglementées. Pour les CMO, CLM, CLD, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de table réglementaire. Donc on est obligé de se faire des tables de maintien en CLM, des tables de maintien en CLD, des tables de maintien en CMO, au-delà de la fréquence de sinistralité, pour bien apprécier le coût du risque. Donc là aussi, il y a un sujet création de tables ad hoc pour calculer les provisions. Du coup, on peut passer au slide suivant. Je pense qu'il y a une question. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Ouais. Je ne sais pas. Bon, on va commenter le slide, on va essayer de retrouver la question. Donc, il y a des impacts en termes de gestion, on l'a dit, hein, il y a des impacts outils. Donc, pour ça, il va falloir analyser les outils de gestion existants et vérifier leur capacité à répondre aux besoins, notamment de gérer des contrats collectifs qui rajoutent une dimension, hein, puisque on souscrit le contrat avec l'employeur et non plus avec l'adhérent. Donc, il y a la gestion des adhérents qui est faite par l'employeur, donc on a une couche supplémentaire, et les outils qui gèrent de l'individuel ne gèrent pas forcément cette couche supplémentaire. Donc, le cas échéant, il va falloir choisir un nouvel outil de gestion adapté au contrat collectif. Qui dit choix d'outils, dit définition des besoins, identification des éditeurs de logiciels, etc., etc. Donc, c'est des démarches qui peuvent être assez longues et qui doivent être faites de manière structurée. Il y a la gestion au quotidien. Donc, comme on l'a vu, ce sont en prévoyance des risques spécifiques avec une réglementation spécifique. Donc, il va falloir structurer des équipes pour intégrer ces spécificités, recruter éventuellement des compétences nécessaires, mettre en place des KPIs sur la qualité de gestion, puisque c'est un des éléments qui est demandé dans les appels d'offres, de démontrer que la gestion est de qualité, et puis mettre en place des tableaux de bord de suivi de la gestion. En termes d'organisation, on a identifié aussi d'autres impacts. Oui, donc merci. Donc, effectivement, donc, à la partie organisation et des impacts en termes de commercialisation et en termes de réponse aux appels d'offres. Donc, il y a effectivement une formation qui va être nécessaire pour les équipes commerciaux, donc pour les accompagner dans leur argumentaire de vente. Puisque, comme vous le savez maintenant, les contrats collectifs donc, passent de facultatifs à des contrats plutôt commerciaux, donc ce n'est pas les mêmes argumentaires de vente. Il faudra également du coup créer des tableaux de bord de suivi de rentabilité. Donc, on avait notamment du coup nous de notre côté réalisé une mission pour une IP qui était plutôt sur des CCN où on a du coup mis en place des tableaux de bord pour analyser notamment les dépenses en santé, pour le niveau de sinistralité, pour avoir une vision de la population assurée, de la cotisation du coup qui est payée. Donc, ça permet d'avoir une bonne vision du risque. Et puis également, du coup, structurer peut-être les équipes de manière un peu différente, peut-être créer des équipes qui seront du coup dédiées à la réponse aux appels d'offres, et également, du coup, identifier des points clés des réponses aux appels d'offres. Il y a un certain nombre d'informations que vous pourrez recycler d'un appel d'offres à l'autre, toutes les informations sur la solidité financière, etc. Donc, l'idée, c'est de mutualiser au maximum les informations qu'on peut réutiliser d'un appel d'offres à l'autre. On a retrouvé les deux questions. Donc, il y en a une qui était: est-ce que ce découpage CMO, CLM, CLD perdurera? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je n'ai pas d'informations sur le fait que ça ne perdurerait pas. Donc, à mon sens, ça perdurera. Deuxième question: est-ce qu'il y a déjà des études sur les passages en CLD, CLM et Inval? Oui, la majorité des gros acteurs sur ce risque-là
ont des tables de maintien en CLM, de maintien en CLD, de passage de CMO à CLM, CLD. Donc, on reproduit un petit peu ce qu'on fait dans le cadre des tables du BCAC, mais c'est ce qu'on appelle des tables d'expérience. C'est plus les tables réglementaires. Il faut avoir de gros portefeuilles pour effectivement avoir des tables qui sont pertinentes. Ça, c'est clair. Donc, c'est un petit coup d'entrée pour les nouveaux acteurs, en fait, hein, de ne pas avoir ces informations-là. Dernier point, donc question des sujets RH et process. Donc, c'est important de sensibiliser le top management, notamment les élus quand on est dans une mutuelle. Il va falloir mettre en place des formations des salariés pour qu'ils comprennent cette réglementation, les enjeux, les contrats collectifs, adhésion obligatoire, etc. Recruter éventuellement des compétences que vous n'avez pas aujourd'hui, intégrer éventuellement des nouveaux outils, on en a déjà parlé, et ça, c'est des choses que nous, on fait quasiment au quotidien dans le cadre de notre practice transformation et qu'il faut vraiment faire avec une bonne analyse, une démarche très structurée avec des RFI, RFP, etc. Et puis mettre à plat et créer de nouveaux process, et mettre à plat les process existants, pareil, hein. Quand on fait du collectif, on a une équipe dédiée à la gestion des contrats en eux-mêmes, avec cette couche supplémentaire. Les relations, les informations sur les adhérents, elles vont arriver de manière pas forcément directe, ça va arriver par l'employeur. Donc là aussi, c'est des process, des échanges de données informatisés à mettre en place, etc., etc. Voilà pour les enjeux et les impacts tels qu'on les voit. On arrive à la fin de ce webinaire. Juste pour le sondage, si vous souhaitez, il y a une nouvelle question qui est posée, donc n'hésitez pas à y répondre si vous souhaitez. En conclusion, on a repris un peu tout ce qu'on a dit jusque-là. Donc, c'est une réforme vraiment en profondeur, avec des enjeux forts, des enjeux différents suivant les acteurs, historiques sur ce marché ou nouveaux entrants, un contexte réglementaire spécifique nécessitant des expertises pointues et rares. Je pense que, vraiment notamment en prévoyance, hein, j'insiste là-dessus, mais quelqu'un qui n'a jamais fait de prévoyance de la fonction publique, donc avec le mécanisme MO, CLM, CLD, on peut vite se planter et avoir une rentabilité qui n'est pas celle qu'on escomptait. Et puis, de nombreux chantiers à mettre en œuvre rapidement. Vous avez vu les échéances, on parle de 2025, on parle de 2026. Pour autant, les premiers appels d'offres, ils devraient arriver assez rapidement. Et donc, c'est bien de s'y préparer dès maintenant. Je ne sais pas si vous avez des questions finales. Hein. Enfin, 1, 2 ou 3. Encore 5 minutes, a priori. Bon, pas de questions. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions qui vous viennent. Il y aura un replay qui sera fait et donc vous pourrez regarder ce webinaire autant de fois que vous le souhaitez.